Je m'imagine en forêt, en famille, et puis des animaux qui passent au loin, tranquillement, qui nous regardent, qui nous disent bah vous êtes chez nous en fait. Chaque semaine de cette retraite de carême, nous rencontrons une personne inspirante qui nous raconte son parcours de conversion écologique. Nous cherchons aussi à comprendre en quoi sa foi chrétienne soutient son engagement pour un monde plus juste et plus respectueux de la terre et de ses habitants. Nous écoutons d'abord, et puis nous prenons un temps d'intériorité pour laisser son témoignage faire écho en nous. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Édouard Goupil. Jean-Édouard, tu es marié, père de 4 enfants, habitant de Reims où nous sommes venus t'interviewer aujourd'hui. Et après avoir travaillé pour la grande distribution, tu es désormais adjoint à l'économe diocésain du diocèse de Reims. Ton parcours de conversion écologique dure déjà depuis 12 ans. Est-ce que tu pourrais nous en raconter les grandes étapes ? Ouais, d'accord. Alors moi je viens d'une famille, mes 4 grands-parents étaient agriculteurs, donc voilà, j'ai déjà bercé dans ce monde de la nature. Mais notre conversion, elle a vraiment commencé avec mon épouse quand on a appris le handicap de mon fils, Gabin, notre deuxième garçon. Autour de l'âge d'1 an, on a appris qu'il avait un handicap. Et puis on s'est tourné rapidement vers un médecin naturopathe pour différentes pathologies. Et rapidement, elle nous a dit qu'il était intolérant à différentes choses, et notamment le lactose et le gluten. En mettant un petit peu le doigt sur ça, on a commencé à lire des livres, des revues. Et voilà, c'est le début un petit peu de notre conversion très pratique. À côté de ça, notre foi grandissait euh, au quotidien dans notre nouvelle paroisse. Donc là, moi, je travaillais à cette époque dans une entreprise de boissons énergisantes. J'étais très content, mais c'est vrai que je m'épanouissais de moins en moins et ça correspondait de moins en moins à mes valeurs. Et à la maison, on commençait à avoir des petits gestes. Alors, ce qu'on fait au début, le zéro déchet, faire un compost, acheter plus local. Voilà, c'est des toutes petites choses. Mais au fur et à mesure, on a quand même décidé de franchir des caps. Donc, rapidement, on a décidé de ne plus prendre l'avion, ou très peu, de compenser notre empreinte carbone annuelle en plantant des arbres via une association, une fondation. Et puis, on a décidé de partir faire un grand voyage avec nos 3 enfants, un tour d'Europe en camping-car autour du handicap. Donc, on prépare ce voyage pendant 2 ans en achetant un vieux camping-car, en le retapant, en préparant tout avec les médecins. Et quelques mois, 2 mois avant de partir, notre petit garçon Gabin est tombé dans le coma. Le voyage a donc été annulé, mais on ne savait pas quoi faire. Moi, je voulais plus travailler chez Red Bull, donc j'avais posé un congé sabbatique, ça correspondait vraiment plus du tout à mes valeurs. Je m'étais dit que pendant ce voyage, je trouverais ma nouvelle voie. Ce voyage étant annulé, des amis nous ont dit à Reims, demandez à votre évêque, il a peut-être quelque chose pour un logement pour vous accueillir le temps de vous retourner. Gabin était encore dans le coma, mais on visite cette maison et on part à 30 km de Reims s'installer dans ce presbytère. Gabin sort du coma et donc là on se retrouve à 5 dans la maison et on décide de ne pas travailler pendant 1 an pour rester autour de Gabin. Et donc moi, pendant cette année, puis les deux années d'après, je me suis formé à l'écologie au sens très très large. Donc ça va j'ai passé mon diplôme en permaculture, un BPREA en maraîchage bio, un diplôme en économie circulaire. J'avais un grand jardin qu'on me prêtait. J'étais tellement abondant que j'ai pu vendre des paniers à mes amis rémois dès la première année. Parce que voilà, comme j'avais du temps, voilà, j'ai fait un très très grand jardin qui était très productif grâce à mes formations. Et puis, je sais pas, à ma main verte peut-être. Au bout de 3 ans dans ce village, dans le vignoble de la montagne de Reims, ça devenait trop compliqué pour nous. Mon épouse ayant repris son travail professeur des écoles à Reims,
Gabin, des rendez-vous quasi quotidiens à l'hôpital, donc ça devenait trop compliqué. Donc on voulait déménager, mais on savait pas trop où. Et entre-temps, mon évêque m'a demandé de devenir le délégué diocésain à l'écologie intégrale. Parce qu'en 2015, si je me souviens bien, l'encyclique du pape François Laudato Si, loué sois-tu, est sortie. Et pour nous, ça a été vraiment une révélation avec mon épouse. On s'est dit, mais en fait, si même le pape va dans cette direction, voilà, on se trompe pas, quoi. Il faut qu'on y aille à fond. Et maintenant, on va plus se cacher en tant que chrétien de dire qu'on est écolo, entre guillemets, quoi. Voilà, cette encyclique qu'on a lue en quelques heures tous les deux nous a fait un bien fou. Enfin, on avait l'impression qu'on pouvait le crier maintenant aux fenêtres. Vous voyez, enfin la création, quoi. Allons-y, quoi. Battons-nous pour sauver la création, quoi. C'est quand même les premières lignes de notre texte. C'est la création de l'univers par le Seigneur, quoi. Cette encyclique a été très très importante pour nous. Donc on est revenu à Reims. Je suis devenu donc délégué diocésain à l'écologie. J'étais le premier de France à être rémunéré, donc c'était vraiment une fierté pour moi. Euh, alors, mon évêque auxiliaire à l'époque était Monseigneur Feuillet, qui était le responsable au niveau de la conférence des évêques de France de l'écologie. Donc, il était très très impliqué. Et c'est vrai que dans notre diocèse, on était assez en avance de ce côté-là. Donc ça a été 3 années vraiment très enrichissantes. Je suis allé beaucoup dans les écoles, faire de la sensibilisation, adapter Laudato Si aux tout petits jusqu'à des lycéens et même à l'université, j'ai fait une conférence. Dans les écoles, c'était très très intéressant de rencontrer tout le corps d'une école, donc les élèves, le directeur, les parents d'élèves, d'impliquer le personnel parce que petite anecdote, je parlais avec le directeur en disant mais il faut faire le tri. Donc les directeurs, il n'y avait aucun problème de faire le tri. Sauf qu'en fait, les femmes de ménage, elles n'avaient pas le temps de faire le tri. On leur demandait de faire un tri alors que déjà, elles n'avaient qu'une poubelle. Donc elles mettaient tout dans la même poubelle. Et donc en achetant du matériel adapté, on pouvait le faire. Mais on ne pouvait pas demander à ces dames de faire un travail supplémentaire dans le même temps. Donc voilà, c'était des petites adaptations. C'est un travail de longue haleine. Et puis parallèlement à ça, j'étais donc le référent à l'Église verte. Donc on a beaucoup de communautés qui se sont montées, des paroisses, les maisons diocésaines, l'archevêché. Donc il y a eu beaucoup de... Enfin, ça a été un diocèse vraiment dynamique. Alors le Covid est arrivé après, donc ça a un peu stoppé net tout ça. Et depuis maintenant 1 an et demi, j'ai changé de mission et donc mon archevêque m'a demandé de m'occuper de l'immobilier en mettant une touche verte dans l'immobilier. Donc voilà, j'essaie de faire attention aux matériaux utilisés, de faire attention à prendre des entreprises de qualité, des matériaux qui viennent plutôt de France, et faire beaucoup de récupération. C'est la petite touche verte que je mets dans ma nouvelle mission. Donc tu t'es beaucoup occupé de cette échelle de l'Église et de la paroisse et du diocèse pour la transition écologique. Quels petits gestes peuvent être mis en place justement à cette échelle-là et quel impact pour ces actions ? Il peut y avoir beaucoup d'impact dans l'Église. Typiquement, quand on fait un repas à la sortie de la messe ou un repas paroissial, il faut faire attention. Nous, à Reims, typiquement, on a du jus de pomme qui vient juste d'à côté. On a beaucoup dans les Ardennes de champs de pommiers avec des producteurs. On a de la viande, on a des fruits, des légumes qui viennent juste d'à côté. Et puis, on va aller acheter ça pour quelques centimes de moins, voire plus cher, en grande distribution, qui vient de l'autre bout du monde. C'est des choses toutes simples. Pareil pour l'emballage jetable, donc ça c'est quasiment fini, mais ça a été très très long d'arriver à leur faire comprendre que voilà, on achète une fois à Emmaüs une série de 100 verres et puis on arrête les gobelets en plastique et puis derrière aller laver 100 verres avec 3 petites mains, on en a pour 2 minutes quoi. Et c'est long mais ça vient c'est comme maintenant l'histoire connue du colibri, mais voilà, c'est des petites gouttes et au final, on avance quand même dans la bonne direction. On ressent dans ce que tu racontes la manière dont le handicap de Gabin
a un énorme impact et une énorme influence sur les moments charnières de votre vie. Quel impact a eu le handicap de Gabin dans le chemin de conversion écologique de votre famille ? Donc quand on a appris le handicap de Gabin, on était une famille plutôt très dynamique. On courait à 100 à l'heure, on avait beaucoup d'activités. Et le handicap de Gabin nous a fait ralentir, ça fait prendre notre temps. Parce que Gabin, tout est très très long avec lui. Il est très très dépendant. Donc maintenant, il a 12 ans. Il est très dépendant, il faut l'aider pour tout. Il marche pas. Il est nourri par une sonde, donc il faut fabriquer son alimentation. Euh, il faut l'aider pour tout, il faut tout lui faire. Donc voilà, il nous a appris à ralentir, à nous poser, à prendre le temps. Et on a appris avec lui aussi à regarder différemment, à chercher la joie dans d'autres choses. Je pourrais pas jouer au foot avec lui, je pourrais pas fabriquer une cabane avec lui. Par contre, euh, j'aime beaucoup la musique, lui aussi, et il arrive à taper le rythme. Donc, il suffit qu'il ait un petit tambourin et il arrive à taper juste sur lui, et il tape le rythme. Et ça, pour moi, c'est la plus grande joie de l'entendre, voilà, de l'entendre rire, de l'entendre reconnaître les personnes, qui l'aiment et qui l'entourent. Et puis, il nous a appris aussi à nous émerveiller. Alors ça, c'est un mot qu'on aime beaucoup avec ma femme. S'émerveiller de rien, des fleurs qui poussent. Et c'est ce qu'on essaie d'apprendre à nos enfants et ils le font d'eux-mêmes. Là, en ce moment, on a de la chance d'avoir un jardin et avec beaucoup d'oiseaux. Et ah, regarde, papa, papa, il y a un rouge-gorge. Ah, mais regarde, la méchance est revenue de l'année dernière. La première fois que j'ai interviewé mon évêque, Monseigneur Feuillet, je lui ai demandé pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire dans la conversion, la première chose dans la conversion des chrétiens, et il m'avait dit l'émerveillement. Il dit il faut de nouveau qu'on s'émerveille en tant que chrétien de la création. Et ça m'est resté... Ouais, j'ai une anecdote sur le monde médical et l'écologie. Quand nous étions dans notre pleine période à 100% zéro déchet, alors il faut savoir qu'avec Gabin, il y a énormément de déchets médicaux, les boîtes d'alimentation, les tubulures, les seringues, voilà, énormément. Toutes ces protections, parce il est incontinent. Et donc les premiers mois, je lavais ces poches d'alimentation. Et un jour, le médecin me dit, mais c'est bizarre parce que vous nous commandez pas assez de poches par rapport au nombre de repas que prend Gabin. Et je dis, bah non, mais je les lave. Il dit, mais ça va pas, mais arrêtez vos délires d'écolo, mais vous vous rendez pas compte, là, c'est la santé de votre fils qui est en jeu. Et voilà, j'avais pas. Je m'étais dit, non, bah, en la lavant bien proprement, je peux la utiliser 2 ou 3 fois. Et voilà, je m'étais fait taper sur les doigts, et donc je l'ai plus jamais refait. Et c'est vrai que pour nous, c'est. Quand on fait le poids de nos déchets et le poids des déchets de gamins, bah ça, on explose la courbe, quoi. Mais on sait que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est sa vie. C'est son quotidien. Donc, Et comment est-ce que tes enfants ont accroché à cette dynamique de transition écologique ? Est-ce qu'ils s'en sont emparés ? Comment est-ce qu'ils le vivent ? Alors les enfants, ils démarrent très très vite et surtout nos 4 enfants, ils ont quasiment vécu que dans notre mode de vie. Euh, donc pour eux, c'est naturel. Et c'est eux maintenant qui font de l'évangélisation par l'écologie autour d'eux, quoi. C'est eux qui vont faire des remarques sur les tomates en hiver ou voilà, les fruits et légumes de saison. Et c'est voilà, même la petite qui a 5 ans maintenant, voilà, elle sait nous dire, enfin, elle sait dire dans un repas par exemple ce qui va pas. Euh, il fait trop chaud, faut baisser le chauffage. Ça peut être même elle parfois qui me reprend si j'ai la flemme de prendre le vélo pour. Il dit bah papa, pourquoi on n'y va pas en vélo là Je dis bah il fait froid. Ouais, ouais, bah tu vas mettre ton manteau. Voilà, c'est les petites anecdotes, mais qui font que pour eux, c'est pas du tout une contrainte. C'est pas du tout une contrainte, c'est même un plaisir de faire la cuisine avec moi ou d'aller au marché ou d'aller chez les producteurs. Quand on est en voiture, qu'on fait Reims-Paris,
c'est que des champs. Et c'est un peu le premier dans la voiture, celui qui va voir une biche, un sanglier, parce qu'il y en a tout le temps. Et voilà, c'est un peu notre challenge dans la voiture. Le premier qui voit une biche ou un troupeau de sangliers a gagné. Et voilà, cet émerveillement de voir un troupeau de biches tranquillement au bord d'une forêt ou d'un champ, alors que nous, on est en voiture, ça réjouit toujours la famille. Jean-Édouard, tu as l'habitude de transmettre ces questions d'écologie autour de toi, que ce soit donc dans ta famille, mais aussi au niveau de la paroisse et du diocèse. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu fais attention dans la transmission des connaissances que tu as et des petits gestes que tu peux conseiller ? Est-ce qu'il y a des manières plus ou moins appropriées de transmettre tes connaissances ? Ce qu'il faut faire attention, c'est pas être moralisateur, en fait. Que ce soit envers mes enfants, mais envers les autres. Chacun est vraiment à son cheminement. Il y en a qui débutent, il y en a pour qui c'est compliqué, parce que c'est facile aussi de manger local, bio, mais quand le 10 du mois, on a déjà plus de quoi payer son loyer, voilà, on ne peut pas critiquer les gens, il faut surtout pas être moralisateur, il faut faire de la pédagogie, expliquer ce qui est faisable à chaque niveau, à chaque étape de sa vie. Si on est étudiant, bah forcément, c'est compliqué d'acheter des fruits et légumes de saison. Si on a une toute petite retraite, bah, c'est compliqué d'aller acheter de la bonne viande du producteur local. Donc il faut surtout pas être moralisateur, faire de la pédagogie. Donc, voilà, faire de la pédagogie le plus possible, et puis relire l'encyclique Laudato Si régulièrement. Quand je faisais des rencontres en paroisse, donc notre diocèse, le diocèse de Reims-Ardennes, a vraiment deux spécificités. Il y a la grosse ville de Reims et l'agglomération. Et le reste, c'est très rural. Et il y a vraiment une différence entre le rural et le monde citadin. Et aller, aller dire à des paroissiens des Ardennes de manger local, mais en fait, ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait attention. Ils ont toujours eu un compost. Donc, c'est des personnes qui me disaient, mais t'es gentil, Jean-Édouard, mais nous, on a toujours fait ça. Donc, il y a vraiment voilà, une différence entre ceux qui vivent dans le monde rural, ceux qui vivent dans le monde urbain, qui ont l'impression d'être les meilleurs parce qu'ils achètent dans un magasin bio et qui font du vélo. Alors que, forcément, à la campagne, pour aller à la messe, bah, faut faire 30 km. On est obligé de prendre sa voiture, quoi. C'est pas Madame Intel qui va pouvoir aller à la messe en vélo. Donc même s'ils s'organisent, hein, parce qu'ils savent très bien qu'il faut faire attention, donc ils s'organisent pour faire du covoiturage entre les personnes qui peuvent encore conduire, ceux qui peuvent plus conduire. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à- au discours qu'on tient avec chaque personne, en fait. Cette semaine de la retraite Terre Promise, on médite l'évangile de l'aveugle de naissance. On imagine que c'est des pages d'évangile qui font écho à beaucoup d'éléments de ton parcours. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui te marque dans cet évangile ? Alors j'ai relu cet évangile avec beaucoup de plaisir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas lu et entendu. Elle a vraiment un écho pour moi. Nous qui sommes passés par le coma, notamment de Gabin, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les premières semaines de coma, Gabin devait partir. Les médecins nous disaient bah, il va sûrement décéder. Et donc nous, on a commencé à prier très fort et nos amis un peu partout, aux quatre coins de la France, mais aussi aux quatre coins du globe, ont prié, ont prié, ont prié. Et puis les semaines passant, la neurologue nous disait, mais votre fils, il n'a pas envie de partir, il se bat. Et puis quand il est sorti du coma, elle nous dit, bah, je comprends pas, il s'est passé quelque chose. Donc nous, on lui a dit, bah, nous, on sait que enfin, voilà, le Seigneur était là. Et il l'a aidé à passer ça. Et comme c'est une personne qui est pratiquante, elle nous a fait un petit sourire parce que normalement, elle n'a pas le droit de parler de ça. Mais voilà, c'est cet évangile, voilà, pour moi, a beaucoup d'écho. Dans cet évangile, il y a les parents aussi qui ont un vrai rôle, comme nous au quotidien, quoi. On est très très présent parce que Gabin est très dépendant, donc il peut rien faire sans nous.
Donc dans ce texte, il y a Jésus, il y a les parents, il y a l'aveugle. Nous, il y a la foi qu'on a qui grandit tous les jours. Il y a Gabin qui est soutenu et qui est entouré d'amour et on sent que le Seigneur est là. Et puis il y a la force de l'aveugle qui est vraiment convaincu et voilà. Et Gabin, c'est pareil. Gabin, il est fort, il est présent et il est aussi il est convaincu que sa vie est belle. Comme chaque semaine, on demande aux personnes qu'on interviewe s'il y a une question qu'elles aimeraient partager avec nous, une question qui les aurait fait avancer ou qui les aurait mis en route ou qui ne les laisse toujours pas tranquilles. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager à ce sujet ? C'est une question que je me posais avant que l'encyclique Laudato Si sorte. C'est pourquoi les chrétiens sont pas les premiers écologistes de France. Surtout, voilà, pourquoi ils sont pas impliqués plus que ça dans la protection de la création. Et donc quand Laudato Si est sorti, je me suis dit, bon, bah, en fait, je suis dans la bonne direction, c'est ça qu'il faut faire, mais voilà, ça m'a permis d'appuyer mon propos lors de réunions de famille ou dans ma paroisse, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment une question que je me pose encore maintenant. Pourquoi on n'est pas plus impliqué en tant que chrétien, même si ça bouge, hein, même si ça bouge de plus en plus. Mais voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de marge euh, pour, euh, pour être plus proche de la Bible, en fait. On en arrive déjà à notre dernière question. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui t'inspire particulièrement aujourd'hui ? Alors moi, un verset qui me parle beaucoup, c'est la Genèse 1. Dieu dit que toutes sortes d'animaux vivent dans la mer, que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent et s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu les bénit en disant « Faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau des mers, et vous les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. » Voilà, c'est un verset qui parle des animaux, de la création, et c'est un verset qui me plaît beaucoup. Je m'imagine en forêt, en famille, je sens le vent là, le vent dans les arbres, et puis les animaux qui passent au loin, tranquillement, qui nous regardent, qui nous disent bah vous êtes chez nous en fait, et puis qui passent tranquillement. Quelle phrase ou quel mot est-ce que je retiens de ce témoignage ? Comment ce témoignage m'a-t-il rejoint ? Quelles émotions ? Quels désirs ? Ou quelle peur cela vient-il réveiller en moi ? À quel geste, action ou rencontre est-ce que je me sens invitée pour cette semaine après cette écoute ?